Bonjour, alors mon nom est Alain Barry. J'enseigne ici au Cégep de Rimouski dans le programme Jazz Pop, le saxophone, clarinette, stage band et l'impro musical, les matchs d'impro musical. Pour le programme externe, ce dont on vous parle aujourd'hui, ça s'adresse, on sait que ça s'adresse non seulement aux professeurs d'instruments, disons, aux saxophonistes qui donneraient des cours, mais également à des professeurs que ce n'est pas nécessairement leur instrument. Donc, c'est pour ça que je vais faire une espèce de petit récapitulatif des positions de base, des choses de base pour l'instrument qui peuvent peut-être vous aider avec des étudiants, par exemple, du secondaire dans une harmonie ou quelque chose comme ça, pour essayer de faire attention à certains points. Donc, évidemment, la première chose, ça serait la position, la posture, des choses comme ça. Alors, pour ce qui est simplement de tenir l'instrument, une des choses qui est assez importante, puis un défaut qu'on voit très souvent, c'est le fait d'avoir un mauvais équilibre dans les mains. Donc, en fait, l'instrument se tient vraiment à partir des pouces comme ça. Le doigt ici, en particulier, le pouce arrière, doit vraiment être toujours à 45 degrés et toujours constamment sur la pastille pour ensuite aller chercher la clé. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les écoles secondaires. Des élèves qui vont le tenir beaucoup plus comme ça et qui vont faire un déplacement comme ça à chaque fois qu'ils ont besoin de la clé d'octave, ce qui crée un débalancement. Donc, en fait, si je pousse sur les pouces comme ça, ensuite, je peux me placer. Ça va dégager énormément les doigts en avant. Et puis, juste ça aide beaucoup au confort de l'instrument. Ça peut éviter aussi, dans des cas plus extrêmes, les tendinites ou des choses comme ça, parce que vraiment, ça va libérer les mains. La position d'embouchure, on place évidemment la lèvre inférieure sur les dents, de façon à former vraiment un coussin, et les dents au-dessus sont vraiment placées sur le bec. Il y en a qui trouvent ça assez désagréable. J'ai vu beaucoup dans les écoles secondaires, des élèves qui ne touchaient pas au bec avec les dents d'en haut. Ça, c'est assez... ça peut devenir un problème. Donc, surtout pour la stabilité, si vous pouvez mettre une pastille de silicone ou de caoutchouc ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des trucs qui se vendent spécifiquement pour ça. Ça aide beaucoup à la stabilité et surtout, ça détache l'espèce de son mécanique, l'instrument qui vibre sur les dents, qui vient dans les oreilles. Pour certaines personnes, ça peut être assez dérangeant. Donc, la position, c'est tout simplement comme ça. Puis ensuite de ça, du côté des lèvres, je vais tendre les muscles vers l'avant, comme pour pousser sur le bec. Donc, c'est une position qui est un peu différente de ce qu'on voit aussi souvent, c'est-à-dire un genre de pince comme ça, qui va faire un son qui est beaucoup plus serré. Ça, c'est pour la position. Peut-être un petit mot vite au niveau des hanches. On peut avoir la mauvaise perception qu'une hanche plus faible va être plus facile pour un élève qui commence et à mesure qu'il va avancer, il va avoir des hanches plus fortes. Il faut faire attention à ça. C'est vraiment une question de balance entre le bec et l'hanche. Donc, en général, pour des écoles, pour des jeunes secondaires, ils vont se retrouver avec un bec assez passe-partout, donc pas nécessairement un bec de jazz ou un bec de classique. Et puis, les forces vont être autour de 2,5, 3, 3,5, quelque chose comme ça. Trop faible, c'est très difficile à jouer. Trop fort, évidemment, ça l'est aussi. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir une balance. Je parlais tantôt de la position pour les doigts. Un truc qu'on peut donner, c'est tout simplement je vois beaucoup de jeunes qui vont avoir vraiment les doigts très raides. Ça va être très difficile d'avoir les mains souples si on est raide à partir du cou. Donc, toujours penser à partir d'en haut ici. Puis,
Si le cou est détendu, les épaules sont détendues, le bras va pouvoir l'être, les doigts aussi. Donc, on peut remonter dans la chaîne comme ça pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de tension. Et un petit truc qu'on peut donner aux élèves, c'est tout simplement de leur dire, je pèse sur la clé, mais ensuite je la relâche et non pas je lève le doigt. Si je pèse et que je lève, je fais 2 actions on-on, si on veut parler en anglais. Donc, je vais penser beaucoup plus on-off. Donc, à ce moment-là, je relâche la tension à chaque fois que je relâche le doigt, ce qui va donner beaucoup plus de vitesse, puis avec la stabilité des pouces, là, à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment être détendu à partir du cou jusqu'aux épaules, aux bras et aux mains. Donc, dans le programme externe, pour la première année, évidemment, c'est des choses à faire plus attention, la position. Évidemment, quand je suis debout, c'est un peu moins problématique, mais un truc que je peux donner, c'est tout simplement de venir s'appuyer ici la main sur la hanche. Puis à ce moment-là, ça donne une certaine stabilité, sans vraiment que ça soit très, très fixe, mais ça m'aide un peu à garder ma stabilité. Évidemment, je vais toujours placer l'instrument en fonction de ma position. Donc, je dois être droit. Et ensuite, je vais venir placer le saxophone, c'est-à-dire le bec et tout ça, en fonction de ça. Ce qui veut dire que je ne dois pas hésiter à tourner le bec dans ce sens-là ou tourner le bocal pour être confortable. Dans la position assise, souvent, là, je n'ai pas un bon exemple avec ce tabouret-là. Je vais aller prendre une chaise. Être assis sur le bout de la chaise, ça me permet d'avoir le dos droit. C'est rare qu'on va être sur le bout d'une chaise puis qu'on va se retrouver comme ça. Donc, si vous pouvez dire à vos étudiants de ne pas s'appuyer sur le dossier en arrière, ça peut être une bonne idée. À ce moment-là, on se retrouve projeté vers l'avant avec le poids de l'instrument et nécessairement le dos va se redresser. Les talons par terre. Et l'instrument, souvent, bon, pour le ténor, évidemment, je vais me placer comme ça avec l'instrument sur la cuisse. Je peux aussi l'installer comme ça, encore une fois avec la main qui va être appuyée ici, qui va permettre de soutenir l'instrument. Donc, sur le côté comme ça, là, je n'hésiterai pas à tasser le bocal, tourner le bec pour que la tête soit droite et que l'instrument vienne se placer de façon plus ergonomique. Un travail qu'on peut faire, évidemment, au début, c'est vraiment les sons filés. L'idée, c'est de stabiliser le son. C'est-à-dire d'avoir un son qui va être assez long dans sa durée, mais aussi qui va être égal dans son timbre. Quand je parle de timbre, je parle de la brillance. Si on réussit à stabiliser cette brillance-là, l'espèce de bzzz qu'il y a dans le son, à ce moment-là, je vais avoir un son qui va être suffisamment clair. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les débutants, un son sourd. Quand ils sont en solo, on leur dit « joue plus fort, joue plus fort ». Et puis là, ils disent « ben là, je joue assez fort, je ne peux pas jouer plus fort ». Souvent, c'est une question de brillance. Donc, l'espèce de fil qu'on a au-dessus du son, l'espèce ça fait un petit peu comme une lame de rasoir, là, l'image que j'ai. C'est de le stabiliser le plus possible. Donc, on entend le bzzz qui ne bouge pas. Quand on réussit à stabiliser ça, on règle aussi des problèmes de justesse. La position ici, à l'intérieur de la bouche, va déterminer beaucoup la justesse. Donc, si je fais comme si j'avais une patate chaude, si on veut, ça va baisser le son. Et si au contraire, je souffle de l'air froid, comme si je m'étais brûlé, à ce moment-là, je referme un peu la bouche, le palais et tout ça. Et ça va aider à monter un petit peu le son. Fait que c'est peut-être quelque chose à donner en plus aux étudiants comme truc, plus que de monter, descendre le bec, juste pour ajuster certaines notes. Des fois, on est accordé correctement, sauf sur une note. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver à dire, bon, souffle de l'air chaud, il va ouvrir un peu plus, faire comme une patate chaude. Puis à ce moment-là, le son va baisser un petit peu.
On peut faire des petits concours avec les élèves de savoir combien de temps il peut faire sa note, combien de temps il peut la faire tenir, surtout droite, et si possible avec une dynamique qui va aller de doux, fort, doux. Donc on pourrait demander, OK, on va... en même temps, on peut s'assurer de la justesse avec ça, avec un accordeur. Donc si par exemple je dis fais-moi un Do, tiens-le. C'est beaucoup plus difficile avec, quand on tombe dans le très doux et le très fort, de tenir la justesse sans l'appui. Donc, à ce moment-là, on s'assure que l'étudiant maîtrise bien cet appui-là. Juste le fait que ça soit juste avec la dynamique, ça nous assure là, que l'appui est là. Ensuite, bon, dans le manuel ou plutôt le programme de saxophone, qui est aussi le programme de clarinette en passant, peut-être la différence majeure, c'est plus la façon de tenir l'instrument. Le saxophone, on est beaucoup plus à 45 degrés, tandis que la clarinette, on va se trouver à avoir une position qui est plus à 45, donc comme ça. Donc on aurait une position qui est comme ça pour le saxophone et plus comme ça pour la clarinette. C'est la différence majeure là, pour le bec, mais pour le programme lui-même, ça change. Il n'y a pas vraiment de différence. On parle de faire les gammes majeures, mineures, harmoniques, jusqu'à un dièse et un bémol quand on est pour la première année. Et en tétracorde. Donc, en tétracorde, ça veut dire que je vais diviser ma gamme en deux parties. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, qui fait le premier tétracorde, 4 notes, Sol, La, Si, Do. Je vais les faire jouer comme si j'étais en C8. En faisant un détaché à chacun des groupes de tétracordes, puis en liant les autres, bien, déjà, je suis en train de placer un peu ça. Parlant du détaché, évidemment, ça se fait avec le bout de la langue sur l'anche directement, donc comme ça ici. Donc, faites attention aux étudiants qui ont tendance à le faire avec le fond de la gorge, qui vont avoir envie de faire « ka ». C'est assez courant. Puis des fois, c'est pas toujours facile à déceler du premier abord. Donc, c'est tout simplement de prendre l'habitude, tout simplement de dire ta remplace la langue qui va sur les dents d'en haut, remplace les dents d'en haut par le bout du bec, puis après quelques essais d'habitude, ça se place assez rapidement. Donc, ça, c'est pour les gammes en tétracorde. Ensuite de ça, la gamme chromatique sur 2 octaves. Donc, du Do grave jusqu'au Do aigu. On le fait de 2 façons, soit lié ou détaché. Donc, c'est assez simple. C'est juste de s'assurer des bons doigtés. Je veux parler peut-être d'un doigté en particulier qui est indiqué dans Standard of Excellence, ce magnifique livre qui est le standard de l'excellence, n'est-ce pas? Mais qui a une erreur dedans. Et puis, une erreur. En fait, c'est un doigté de flûte qui a été transposé et qu'on utilise très peu dans la vraie vie. Comme saxophoniste, on ne l'utilise pratiquement pas. Donc, c'est le Si bémol qu'on indique ici avec le Si et le Fa. C'est un doigté qu'on évite à cause de la justesse et du timbre qui est vraiment pas intéressant. Donc, soit qu'on fait le Si bémol de côté en faisant un La avec la clé de côté ici, soit qu'on le fait avec le pouce ici avec le doigté de Si bémol, mais on essaie d'éviter ce doigté-là ici. J'ai jamais eu à l'utiliser. Donc, c'est pas un problème de passer à côté. Donc, dans le Standard of Excellence, c'est celui qu'ils mettent en priorité. Il y a on voit les 3 doigtés, mais le premier qu'ils mettent, c'est malheureusement pas celui qui est l'idéal. Ensuite,
Par rapport au volume, justement, j'ai essayé de donner un petit répertoire de livres qui sont intéressants. Donc, évidemment, dans la plupart des écoles, on va trouver le Standard of Excellence, qui est très bien pour la première année. Beaucoup d'exercices là-dedans qui sont intéressants. Évidemment, ce sont presque tous des livres avec des accompagnements sur disque, sur CD ou MP3. Il y en a quelques-uns qui distribuent uniquement la musique sur Internet à partir d'un code qu'on a avec le cahier. Donc, le Standard of Excellence fonctionne très bien. La même série, mais la version jazz, il y a des trucs là-dedans très intéressants, entre autres pour l'improvisation, un petit peu qu'on peut commencer dans d'autres niveaux. Donc, celui-là vraiment s'adresse va faire des exercices de rythmique propre à chaque style. Donc, on a un peu de reggae, un petit peu de jazz, un petit peu de funk ou des choses comme ça, ou quelque chose qui ressemble à ça. Il y a aussi un cahier qui s'appelle Kids Play Blues, que j'utilise beaucoup avec les débutants, qui est vraiment très, très intéressant. Ça sonne bien, l'accompagnement est intéressant, puis c'est tous des trucs qui s'entendent bien, qui se jouent bien. Le niveau de difficulté n'est pas très élevé. Il y a aussi ce cahier-là ici qui existe aussi pour saxophone, donc c'est un duo. Des cahiers de duo, c'est chez Music -1, donc Easy Jazz Duet for 2 Clarinets. Et puis on peut imaginer que l'autre c'est 2 saxophones. Donc ce sont des bons cahiers ça, pour commencer la première année puis avoir un répertoire qui est intéressant, qui va être agréable pour les jeunes. Ensuite, on a aussi une épreuve de lecture à vue, donc c'est des petites lectures, évidemment, sur quelques mesures seulement. On peut prendre soit les cahiers de solfège de l'Université Laval, par exemple, qui pourraient être proposés en lecture. Il y a aussi le volume de Guy Lacour, sans déchiffrage manuscrit, volume 1 et 2. Peut-être un petit peu plus aride. Et sinon, évidemment, le Standard of Excellence peut aussi servir de lecture à vue parce que c'est des trucs qui sont assez simples et même avec un accompagnement, ça peut aider. Alors voilà pour la première année. Donc pour la deuxième année, je vais tout simplement parler de ce qui s'ajoute à ce qui a été donné pour la première année. Une chose importante, bon, évidemment, il y a toujours le travail de sonorité, la justesse aussi, des choses comme ça. Par contre, quelque chose que je présente déjà à la deuxième année, c'est le cycle des quintes. Donc, j'ai un petit tableau ici. On peut en trouver facilement sur Internet, tout ça. Mais le cycle des quintes me permet plusieurs choses. C'est-à-dire que je vais m'en servir beaucoup pour ma justesse. Donc, tous les exercices de justesse, je vais les faire par rapport à ça. J'explique un petit peu comment fonctionne le tableau. Donc, c'est le cycle des quintes, on pourrait l'appeler aussi le cycle des quartes, mais en fait, on dit quinte parce que Do va être la quinte de Fa et la quinte de Si bémol, et ainsi de suite. Donc, on peut passer le cycle au complet. Un avantage, c'est qu'on est en train de mettre dans les oreilles et la mémoire et les doigts un cycle qui va être extrêmement utilisé en jazz, parce que si je regarde comme il faut, je vais me retrouver aussi à avoir le cycle qu'on appelle 2-5-1. Donc, si je regarde ici, Ré, Sol, Do, Ré, c'est le deuxième degré de Do, Sol, c'est son cinquième degré, et Do, évidemment, c'est le premier. Donc, le 2-5-1, sans donner ici la qualité de l'accord s'il est majeur ou mineur, me donne quand même le mouvement de basse qui va m'amener au 2-5-1. Donc, plus je vais travailler avec ce cycle-là, plus je vais avoir des réflexes, justement, de groupes de 3 accords, de 4 accords, qui vont ensemble, qui se suivent naturellement dans à peu près tous les standards de jazz ou même d'autres musiques populaires ou même classiques. Donc, ça forme déjà l'oreille au mouvement de basse, au déplacement très standard qu'est le 2-5-1. Je vais le faire au piano juste pour placer les oreilles par rapport à ça. Donc, si je fais Ré, Sol, Do, je vais avoir mon Ré, Sol, Do qui est très classique, mais une fois qu'il va être utilisé en jazz avec des extensions ou les septièmes que je rajoute. Oh, oh. Donc, avec la quatrième note, on entend déjà là, que c'est en train de venir d'aller plus vers la musique populaire. Donc, ce que je peux essayer de faire,
avec le cycle de quinte, comme premier exercice, c'est tout simplement de faire un exercice de justesse à partir de ça ici. Donc, je peux utiliser un accordeur. Donc, utiliser un accordeur et passer tout simplement sur chacune des notes en vérifiant la justesse là-dessus. Là, je vois que je dois m'accorder un peu. Passer au Fa au-dessus. Descendre sur le Si bémol. Et ainsi de suite. Donc, je vais faire une espèce d'escalier comme ça qui va me permettre de passer toutes les notes. Je peux aussi faire tous les Do, faire tous les Fa, un à la suite de l'autre. Donc, je m'assure de la justesse de chacune de ces notes-là. L'étudiant va voir évidemment une grosse différence. Par exemple, sur les Do, il y en a qu'il faut qu'ils montent, il y en a qu'il faut qu'ils descendent. Donc ça, c'est quelque chose qui est normal, qui est intrinsèque à l'instrument, qui à cause des lois de la physique et de l'acoustique, ne peut pas être parfait. Il y a des notes qui doivent être ajustées un petit peu. Donc ça, c'est un des premiers exercices qu'on peut faire avec le cycle de quinte. Ensuite, pour les gammes et arpèges, là, on va ajouter les arpèges. À la première année, on le faisait seulement en tétracorde, sans les arpèges. La deuxième année, on va les faire sur une octave. Donc, je vais faire une série noire, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Et ensuite de ça, mon arpège en noir. Donc ça, c'est la façon de faire les gammes. Je les fais à peu près en croche, entre 80 et 100 battements par minute, BPM, pour simplement stabiliser. Dans le cahier du programme externe, il y a des annexes. Et là-dessus, il y a une annexe qui parle des articulations. Donc, dans les articulations, évidemment, j'ai toutes les combinaisons de liés et détachés, en tout cas plusieurs. Il y en a une douzaine à peu près. Donc, je vais faire les gammes en deuxième année de 2 dièses à 2 bémol. Et puis, je vais faire des articulations. Je vais faire 4 articulations différentes, soit toutes liées, tout détaché, 2 liés, 2 détachés, 2 détachés, 2 liés. Mais ça, c'est déjà dans l'annexe du programme. Ensuite de ça, côté répertoire, je vais rester à peu près avec les mêmes volumes utilisés pour la première année, tout simplement en allant dans la gradation de difficulté, histoire de vraiment stabiliser un peu le contenu, puis s'assurer qu'il est bien maîtrisé. Alors, c'est à peu près tout pour la deuxième année. Alors, pour la troisième année, on a toujours le même travail mécanique, exercice mécanique, travail de son, l'utilisation du cycle des quintes pour la justesse, les sons filés, des choses comme ça. Les gammes, on monte un petit peu le tempo. On passe de entre 80 et 120 à la noire, en croche, donc qui, ta, 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 quelque chose comme ça. Donc, majeur et mineur harmonique jusqu'à 4 dièses et 4 bémols. Donc là, on augmente un petit peu, on en met un petit peu plus. Et ça va être sur le registre complet. Donc, registre complet, ça veut dire qu'on monte jusqu'à la note la plus haute disponible sur l'instrument. Et on va descendre jusqu'à la plus grave. Et on revient à notre point de départ. Donc, si on y va par exemple avec la gamme de sol. Donc, je vais monter jusqu'au Fa seulement parce qu'il y a plusieurs instruments d'école qui n'ont pas le Fa dièse aigu pour la gamme de sol. Donc, je suis parti de ma note de départ, ma tonique, je monte le plus haut possible, je descends et je reviens. Évidemment, ça va aussi avec l'arpège qui, lui aussi, va couvrir l'ensemble du registre. Et
Ensuite, je vais avoir la gamme chromatique avec des articulations supplémentaires. Les articulations sont, comme j'avais expliqué, dans l'annexe aussi du programme externe. À ce moment-là, je vais ajouter plus d'articulations, dont l'articulation swing, c'est-à-dire des croches en triolet, ta, 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 toujours la croche qui est sur le contretemps liée à celle qui est sur le temps. Donc, je vais avoir quelque chose qui ressemble à... Et là aussi, sur le registre complet. Nouveauté, la gamme de blues. Donc, la gamme de blues peut se présenter sous plusieurs formes. Évidemment, quand je dis plusieurs formes, je parle entre la gamme de blues, majeur, mineur, etc. Bon, mais en général, quand on parle de la gamme de blues, on parle d'une gamme de blues mineure, donc, dont les degrés vont être 1, bémol 3, mauvaise traduction de l'anglais hein, pour flat 3, donc ça ne veut pas dire que la note est nécessairement un bémol, mais ça veut dire tout simplement tierce mineure. Donc 1, bémol 3, 4, dièse 4, 5, bémol 7, toujours dans une traduction un peu boiteuse. Donc si je le fais avec la gamme de Do, je vais avoir Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol. Et je vais essayer je vais la faire jouer avec l'articulation swing, donc ta, ta, ha, ta, ha. Donc, si l'étudiant peut présenter la gamme de cette façon-là, c'est l'idéal. Et je vais avoir Ré, Sol, Do et Fa blues dans le programme de 3e année. Donc, c'est une gamme que les étudiants aiment bien. Après ça, on peut commencer à penser à improviser, puis on peut dire que le fun peut commencer à partir de ce moment-là, même s'il y en a eu évidemment avant. Une autre chose qui va être nouvelle dans la 3e année, c'est les arpèges de 3 sons. Donc, encore une fois, dans le programme externe, en annexe, il y a une feuille avec les accords de 3 sons, mais qui sont tous là, donc toutes les tonalités. C'est inspiré beaucoup de ce cahier-là ici, qui s'appelle Patterns for Jazz. Donc, Patterns for Jazz, c'est un cahier qui va utiliser vraiment le langage des accords chiffrés. Donc, on peut le voir ici peut-être en le rapprochant. Donc, les accords chiffrés, les lettres, donc C pour Do, C avec un M minuscule pour Do mineur, etc. Donc là, on rentre vraiment dans l'acquisition de réflexes pour voir les accords et réagir aux accords, donc au contenu de chacun de ces accords-là. Évidemment, au saxophone, ça va être sous forme d'arpège. Donc, je vais faire l'exercice qui est en annexe. Je crois qu'il est en cycle de quinte. Donc, je fais tout simplement chacune des triades majeures. Donc là, j'ai fait Do majeur, Fa majeur, Si bémol majeur, dans mon ton, évidemment, pour le sax ténor. La même chose en mineur. Donc, c'est ce que j'entends par triade. Et le fait de le faire du premier coup dans tous les tons, évidemment, c'est un petit peu plus difficile au début, mais vraiment, ça aide à acquérir des réflexes très rapidement. Et on sait, là, quand on va commencer à improviser avec des pièces, on peut s'attendre à tous les accords qui peuvent être même dans une pièce assez simple. Donc, c'est important de le faire tout de suite en faisant le cycle, même si toutes les gammes dans tous les tons n'ont pas été apprises encore. Donc, c'est ça, un des cahiers qui peut être intéressant à ce moment-là pour l'élève qui veut vraiment avancer là-dedans, c'est vraiment ce livre-là, le Patterns for Jazz de Joe Cocker, Jim Casdale, Gary Campbell et Jerry Green. C'est un cahier qui est assez âgé. Je dirais qu'il y a il y a un arpège qui n'est pas là, c'est le mineur 7 bémol 5. Donc, c'est peut-être la seule chose à rajouter, qui est le mineur 7 bémol 5 étant l'accord typique du 2e degré dans un mineur harmonique. Mais bon, sans aller jusque-là, c'est peut-être la seule chose qui manque, mais sinon, c'est un excellent cahier pour justement les réflexes, parce qu'il va reprendre toujours la même chose. Donc, on a majeur, tous les arpèges majeurs, mais là, il va les faire par ton.
Ensuite de ça, par cycle de quinte. Ensuite de ça, un genre de mode aléatoire où il n'y a pas de suite logique. Donc, ça nous force toujours. Et puis, il écrit à la note disons, les 2 premiers ou quelque chose comme ça. Et ensuite de ça, ben, c'est juste des petites barres. Donc, ça veut dire on continue de la même façon. Donc, ça oblige vraiment à le faire de tête, à le faire ou de le faire carrément de mémoire. Et il y a une rythmique qui varie aussi à chaque fois. Donc, je conseille ce cahier-là pour vraiment la lecture des accords chiffrés. On a aussi, on commence avec la 3e année à penser beaucoup plus pop. On commence à différencier vraiment les styles par rapport au répertoire et à amener tranquillement à apprendre des standards de jazz. Donc là, on peut commencer à utiliser le Real Book ou tous les cahiers qu'on appelle Fake Book, donc qui comportent seulement un lead sheet, une partition simplifiée qui permet à tous les musiciens d'utiliser la même feuille et tout ça. Donc, tout ce qui est le Real Book, New Real Book, Jazz Fake Book, le Ultimate machin et tout ça, là, ça commence à être du répertoire intéressant. Toutes les pièces qui sont des pièces de comédie musicale, comme My Favorite Things ou All the Things You Are, ou des choses comme ça. Donc, des pièces qui étaient à l'origine des chansons. C'est des bonnes pièces c'est des thèmes intéressants qui ont un contenu harmonique assez clair et puis qui sont intéressantes à jouer même sans improvisation. Quand on commence à improviser, peut-être là, on va avec des thèmes qui sont plus simples, comme des pièces, des blues, où le blues est peut-être celui qui est la forme là, qui va être la plus facile à aborder pour improviser, ou encore des pièces très modales comme Impression, quelque chose comme ça, où le thème est... C'est pas là que ça se passe. Ça se passe vraiment au niveau de l'improvisation avec seulement 2 accords. Et puis là, ça nous permet de commencer à improviser. Pour commencer à improviser, une des choses qui est très intéressante, c'est justement le Standard of Excellence qui nous donne une série d'exercices qui permet d'acquérir un langage surtout rythmique. Et il y a toujours à chaque... c'est toujours un ensemble d'exercices qui va sur une pièce en particulier, dans un style, soit rock, soit reggae, soit jazz ou quelque chose comme ça. Et à la fin des exercices, il y a toujours une partie improvisation. Donc ça peut être une bonne occasion pour commencer à improviser. Le truc est répété en boucle plusieurs fois. Et puis souvent, on va donner... la gamme de départ, comme ici, j'aurais cette pièce-là avec la gamme de blues et on me dit « fais ces exercices-là », donc pour acquérir un certain langage. Et à la fin, on dit « ben vas-y, c'est à ton tour d'improviser ». Donc, ce cahier-là est intéressant pour vraiment le tout début de l'improvisation et le début peut-être aussi même introduire pour les modes, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, les modes doriens, entre autres, ou mixolydien, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un cahier qui peut se suivre facilement seul aussi pour l'étudiant. Donc il peut lui-même, on peut lui dire, fais la série d'exercices de telle chanson, et puis il va pouvoir passer à travers quand même assez facilement à cause des exemples musicaux, sans nécessairement avoir besoin de supervision aussi, d'avoir le professeur qui est à côté puis qui lui dit exactement quoi faire, parce que le CD lui dit exactement quoi faire. Normalement, un élève qui pratique devrait être pas pire. Il devrait s'en tirer. Ensuite, il y a un cahier, oui, qui est très intéressant aussi, que j'utilise vraiment beaucoup et qu'on peut commencer à utiliser peut-être à partir de la 3e année, ou peut-être avant s'ils sont déjà avancés. C'est le Easy Jazz, étude de Bob Minzer. Donc, ce sont toutes des pièces qui sont assez faciles à jouer. Assez facile, non. Ça dépend. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux assez différents. Je dirais qu'on est plus dans le début de l'intermédiaire et le début pas de l'avancée, mais disons intermédiaire fort.
Ce qui est intéressant avec ces études, c'est que, bon, premièrement, ça s'écoute très bien, ça se joue très bien, mais le thème est pratiquement jamais répété. Donc, c'est un peu comme si on avait un long solo, ce qui fait que on est obligé toujours d'être en lecture, pratiquement. Fait que ça, c'est intéressant. Ça empêche d'aller avec la mémoire du premier thème ou de quelque chose comme ça. Donc, on est continuellement avec un nouveau truc. C'est excellent pour la lecture et pour les standards. Donc, il va y avoir des funk, il va y avoir des blues, des choses comme ça, des trucs très, très typés. Alors, pour la 4e année du programme externe pour le jazz pop du Cégep de Rimouski, on additionne évidemment les mêmes exercices qu'on avait, des trucs techniques, d'exercices techniques, son filet, justesse, des choses comme ça. On additionne quelques gammes majeures et mineures, donc jusqu'à 3 dièses, jusqu'à 3 bémols en majeur et en mineur harmonique, toujours sur le registre complet. La différence, c'est qu'on ajoute aussi les gammes par tierces. Donc, les gammes par tierces, c'est assez simple. On monte d'une tierce, on descend d'une seconde et on fait ça sur une octave. Quand je descends, je redescends d'une tierce, je remonte d'une seconde. Donc ça, c'est pour l'ajout de gamme par tierce. Il y a aussi les pentatoniques. Bon, les pentatoniques, c'est un peu l'ADN de l'improvisation, la plus petite, la gamme la plus simple qu'on peut utiliser pour l'improvisation. Mes gammes pentatoniques, j'en ai des majeures, j'en ai des mineures. Au départ, ce sont les notes d'un arpège, ou plutôt d'un accord, auquel j'ai ajouté une tension. J'essaie de l'expliquer de la façon la plus simple possible. Je vais prendre le piano pour juste faire la démonstration là-dessus. Donc, si je prends un accord majeur, en jazz, je considère toujours les accords à 4 sons, parce qu'à 4 sons, je vais avoir non seulement la qualité de l'accord, c'est-à-dire majeur ou mineur, mais je vais avoir aussi la fonction de l'accord. Donc, je vais avoir une septième ou je n'aurai pas de septième. Si j'ai un accord de dominante, on entend bien qu'il s'en va à quelque part. Donc, il y a une fonction ici de moteur harmonique. Tandis que si j'ai un accord stable, comme un accord 6, il va nulle part. On peut terminer une pièce là-dessus sans problème. Donc, mon accord de base en majeur, ça va être un accord 6. Donc, 1, 3, 5, 6. Si j'improvisais seulement avec ces notes-là, évidemment, je n'irais pas très loin. Ça serait plutôt ennuyeux. Donc, je dois ajouter une tension. La 5e note qui m'amène la pentatonique. Dans le cas d'une gamme majeure, d'un accord majeur, ça va être la seconde. Donc, cette tension-là va pouvoir me donner suffisamment de matériel pour commencer à improviser. Donc, la gamme pentatonique, c'est vraiment le passe-partout de l'improvisation, surtout dans le populaire. Évidemment, dans le jazz, on aime ça se compliquer la vie un petit peu plus, mais dans le populaire, on va utiliser énormément la gamme pentatonique. Quand on est en mineur, à ce moment-là, je vais prendre la mineure. Donc, je vais faire un la mineur 7. La do mi sol. Encore une fois, il va y avoir une tension. Cette tension-là, dans le cas de l'accord mineur, va être la quarte. Et on peut se rendre compte que ce sont les mêmes notes de la relative majeure et de la relative mineure. Autrement dit, Do majeur pentatonique et La mineur pentatonique, ce sont exactement les mêmes notes. C'est simplement qu'on ne va pas nommer les degrés de la même façon. Donc, quand je nomme les degrés, je vais dire en majeur 1, 2, 3, 5, 6 et en mineur 1, bémol 3, toujours mauvaise traduction pour flat tree, 1, bémol 3, 4, 5, 7. Donc, c'est ces deux gammes-là que je vais utiliser dans mes gammes pentatoniques. Et à ce moment-là, on va avoir jusqu'à 5 dièses, 5 bémols sur 2 octaves. Donc, si je prends par exemple Sol majeur pentatonique,
Évidemment, je dis 2 octaves, mais je suis limité par l'instrument, fait que bon, je suis monté jusqu'au Ré. L'important, c'est de couvrir quand même l'ensemble de l'instrument. Donc, c'est pas un 2 octaves fixe, mais plutôt, comment je dirais, utile. Donc, le registre utile de l'instrument. Et ça, les gammes pentatoniques sont aussi en annexe dans le programme, dans le manuel du programme externe. Je vais aussi avoir dans les nouveautés, c'est à peu près ça. Peut-être je vais développer un petit peu plus l'improvisation. Donc à ce moment-là, toujours dans le Standard of Excellence, je peux amener un peu plus l'improvisation et je peux commencer à introduire dans le répertoire des pièces, par exemple un blues, avec une improvisation sur la forme de blues. Donc, à ce moment-là, quelque chose de simple, quelque chose qui reste dans les accords ou qui va utiliser les pentatoniques ou la gamme de blues, donc qu'on a commencé à avoir à la 3e année. Donc, à partir de la 4e, on peut y aller quand même dans le répertoire présenté seulement avec des pièces ou des études ou des choses comme ça, mais ça peut être très intéressant d'avoir une pièce où il y a une improvisation, même si c'est quelque chose de très, très simple. C'est vraiment l'idée de casser la glace et de commencer à jouer avec quelque chose qui n'est pas écrit. Donc, voilà pour la 4e année. Donc, pour la 5e année, dernière année du programme externe en jazz pop du Cégep de Rimouski, on introduit dans le côté technique les arpèges de 4 sons. Donc, comme j'expliquais pour la 4e année, les arpèges de 4 sons définissent beaucoup mieux les accords. Un arpège de 3 sons me dit si je suis en majeur ou si je suis en mineur. Tandis qu'à 4 sons, là, je vais savoir aussi si c'est une dominante, s'il y a une 7e, si c'est... donc, je vais ajouter à une fonction à l'accord. Donc, j'essaie toujours de définir mes accords comme ça, à 4 sons. Dans l'annexe, on a aussi, justement, le même exercice qu'on avait avec les triades, mais là, à 4 sons. Donc, on se retrouve avec des arpèges de dominante, des arpèges 6, mineur 6, etc. Donc, dans l'annexe, on a des exemples. On peut développer, évidemment, un petit peu plus avec ce qu'on a dans les Patterns for Jazz. Donc, en gros, c'est les accords majeurs jusqu'à 4 sons, c'est-à-dire les majeurs 6, les 7e, puis ensuite de ça, les mineurs 7. Je m'arrête pas mal à ça. On n'ira pas plus loin avec ça. Et ce sont évidemment tous les tons majeurs et mineurs. Une chose qui était ajoutée pour nous à l'annexe, qui n'était pas là, c'est les phrases sur des 2-5-1. Donc, le 2-5-1, qui est vraiment un enchaînement harmonique très standard et extrêmement utilisé dans le jazz. Je vais essayer de commencer à faire travailler des phrases des phrases types qui vont là-dessus. Donc, une phrase type, c'est ce qu'on appellerait en anglais un pattern, ou les Français disent même un plan. Alors, je vais pouvoir, exemple, arpéger mon 2e degré et descendre tout simplement ma gamme pour pouvoir atterrir sur la tierce du 1er degré. Donc, si je le fais en Do, Ré mineur, Sol 7, Do. Excusez mon pianisme. Donc, cette phrase-là, qui est très, très simple, me permet de très bien entendre ce qui s'en vient comme progression harmonique sans même avoir les accords. Donc, on entend déjà la direction. On peut évidemment en inventer tant qu'on veut. Il y a des cahiers d'Ebersole, de Jamie Ebersole, entre autres, qui sont seulement sur les 2-5-1 et qui nous donnent à peu près 75 phrases différentes. Donc, on peut s'amuser avec ça amplement. L'idée, c'est simplement de pouvoir répéter cette phrase-là et de la faire dans tous les tons. Donc, la façon standard qu'on fait souvent, c'est de faire notre 2-5-1 et le 1, on le transforme en mineur. Donc,
mon Do majeur est devenu Do mineur. Donc, il est devenu le deuxième degré de l'enchaînement suivant. Et quand j'ai fini ce cycle-là, je repars un demi-ton plus bas pour pouvoir faire les 6 autres cycles qui ont pas été faits. Donc ça, c'est quelque chose qui se trouve facilement justement dans Ebersold avec des accompagnements. Et le fait de le faire comme ça dans tous les temps, encore une fois, ça place beaucoup les oreilles pour ensuite pouvoir improviser dans les standards de jazz qui, eux, utilisent énormément ce genre de cycle-là. Évidemment, pour la dernière année, là, on demande vraiment d'avoir des improvisations, au moins sur un blues, pouvoir faire un standard comme, par exemple, Bessie's Blues ou Blue Monk, ou des choses comme ça, c'est-à-dire des pièces qui se trouvent facilement dans le Real Book, avec des accompagnements qui sont enregistrés soit sur CD, ou encore ça peut être un petit logiciel qui est très intéressant qui s'appelle iReal, qui est en fait une espèce d'extension du Real Book. Il y a Ben in the Box qui était très connu il y a plusieurs années. Maintenant, iReal a vraiment pris, je pense, la place. Tous ceux qui sont sur Mac peuvent l'avoir facilement pour pas très cher. Mais il est aussi disponible sur les plateformes Android, si je ne me trompe pas, sur les téléphones intelligents, les tablettes, entre autres. Mais je crois qu'il n'est pas disponible sur Windows, c'est à vérifier. C'est un logiciel qui est très intéressant parce que, justement, il nous permet de changer les styles, la vitesse, accompagné seulement par batterie, piano et basse. Et ça nous donne un outil qui est très flexible pour commencer à improviser. Donc, voilà pour la 5e année. Il y a si vous avez des questions par rapport, encore une fois, au contenu ou ce que vous voudriez proposer aux examens de l'extension, n'hésitez pas à nous rejoindre ici au Conservatoire de Rimouski ou au programme au Cégep. Vous avez sur les sites Internet tout ça, les coordonnées. Et à ce moment-là, on va pouvoir regarder avec vous ce qui est proposé. Et, évidemment, ça va nous faire un grand plaisir de vous conseiller dans la suite de l'évolution pour vos élèves. Alors, merci encore. Et puis, à une prochaine, j'espère.